Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, les entreprises des économies les plus avancées au monde mènent de plus en plus d'actions pour réduire leurs émissions de CO2, mais pas assez vite. On va détailler les freins, les limites de cette décarbonation avec Natacha Tréant, maître de conférences chercheuse à l'université de Grenoble-Alpes. Notre débat, il portera sur l'avenir du bio soumis à une baisse de la demande, aux arbitrages des consommateurs face à l'inflation. Comment relancer le marché? Quelles solutions pour les exploitants, les entreprises? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, la bonne idée du jour, elle est signée ChargeGuru avec ses recharges pour véhicules électriques et hybrides. Décarbonation, avenir du bio, déploiement des recharges, 3 défis à relever. 30 minutes pour les détailler, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est donc Natacha Tréant. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes maître de conférences, chercheuse au CERAG de l'Université de Grenoble-Alpes, Centre d'études et de recherche appliquée à la gestion. Vous avez notamment étudié les freins, les limites aux actions des entreprises pour limiter leurs émissions de CO2. Le constat de départ, il a été réalisé par CDP, l'ancien Carbon Disclosure Project, organisme britannique à but non lucratif. Donc, ils ont analysé les engagements de 4000 entreprises dans les 7 économies les plus avancées. Je vais les citer: États-Unis, Canada, Japon, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. Il en ressort quoi de ce constat? Il en ressort qu'en termes d'engagement, en termes de réduction d'émissions de CO2, leur trajectoire, elle va vers 2,7 degrés. Donc on est bien loin de l'accord de Paris. Et du coup, ça a été vraiment le départ de ma réflexion et de me dire, mais quelles sont fondamentalement les limites de leurs engagements? Et ce qui ressort, c'est qu'il y a 3 limites en fait à leurs engagements. La première limite, c'est lié à leur engagement qui est en fait mesuré en termes d'intensité et non en absolu. Oui. La deuxième limite, c'est lié au fait qu'elles ne prennent pas en compte la totalité de leurs émissions de CO2. Et la troisième limite, c'est qu'elles ne font pas valider scientifiquement leurs engagements, et notamment par le SBTi, qui est aujourd'hui l'organisme le plus reconnu au niveau mondial. Oui, on va dire les initiatives basées sur la science. Tout à fait. C'est ce que veut dire SBTi. Donc on va détailler ces 3 engagements juste par rapport à ce chiffre global de 2,7 degrés. La France est un peu en dessous, États-Unis, Canada, Japon un peu au-dessus. Si on commence par les engagements, donc en intensité, réduire ces émissions de CO2 en intensité ou en absolu, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire quoi, ça? Alors, un engagement en intensité, c'est mesuré en termes de tonnes de CO2 émises par unité produite ou par chiffre d'affaires. Oui. Ce qui veut dire que pour une entreprise, lorsque son activité augmente, in fine, vous comprenez bien que c'est une augmentation en absolu de ses émissions de CO2. Alors qu'une mesure en absolu, quelle que soit la variation de l'activité, la cible est fixe. Or, en fait, face à l'urgence climatique, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une diminution en absolu des émissions de CO2. Et les entreprises, elles sont très réticentes à s'engager en absolu parce qu'elles ont peur de devoir limiter leur activité économique, donc limiter leur performance financière. L'étude que j'ai réalisée, elle montre qu'en fait, c'est que 12,5% des entreprises du CAC 40 qui, en fait, se sont engagées en absolu et sur la totalité de leurs émissions. Des entreprises comme Orange, comme L'Oréal, comme Schneider. Et en fait, il est tout à fait possible de concilier performance économique et diminution des émissions de CO2 en absolu. Est-ce que ça veut dire changer un peu son modèle comme économique, par exemple, aller vers une économie beaucoup plus circulaire? Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Donc en fait, il y a beaucoup de solutions dans l'économie circulaire. Vous avez entièrement raison. Et parmi ces solutions, il y en a une qui, à mon avis, est encore trop peu développée, qui est l'économie de la fonctionnalité. Et l'économie de la fonctionnalité, il s'agit de transformer son business model pour aller vers plus de servicisation. Donc plutôt que de vendre un produit, vous vendez son usage. Les anglophones parlent de product as a service, d'accord? Et alors peut-être juste pour vous donner 2 exemples. IPP, par exemple, l'entreprise IPP c'est des palettes, fabrique c'est ça? Des palettes, exactement. En fait, elle ne vend plus ses palettes, elle vend un service de garantie de disponibilité et d'optimisation des flux de ses clients grâce à des capteurs. Et elle va bien évidemment s'occuper de la réparation et de l'ensemble du cycle de vie. Signify, par exemple. Signify ne vend plus un système d'éclairage à des clients comme des entrepôts ou des magasins.
elle va vendre une solution light as a service, c'est-à-dire qu'elle s'engage sur une performance énergétique avec des garanties d'économie d'énergie. Donc elle installe des LED, elle reste propriétaire des LED, elle s'occupe de leur maintenance, de leur réparation, de leur fin de vie, etc. Ouais. Alors le deuxième engagement, la deuxième limite, c'est la question des scopes. Je vais rappeler scope 1, les émissions directes, scope 2, émissions indirectes liées à l'énergie, scope 3, émissions indirectes liées aux fournisseurs et aux clients. Si je simplifie, je dis c'est le scope 3 qui compte. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Oui, alors pas dans tous les secteurs, oui. D'accord ? Il y a certains secteurs, bien évidemment, où le scope 1 et 2 sont beaucoup plus importants. Vous prenez par exemple les ciments, vous prenez... D'accord. Bien sûr. Mais en moyenne, tous secteurs confondus, on considère que les émissions en fait, du scope 3, c'est 75% des émissions totales. Et pour vous donner une idée, les émissions qui correspondent aux fournisseurs, donc ce qu'on appelle le scope 3 amont, c'est 11 fois plus important que les émissions directes. Or, la difficulté, c'est quoi ? Alors, peut-être pour vous donner des exemples, on prend Apple, qui est très connu. Simplement, les émissions qui signalent à ses fournisseurs, c'est 78% de ses émissions totales. Nestlé, c'est 80% de ses émissions totales. Alors, la difficulté, c'est que les entreprises, en fait, elles ne mesurent pas la totalité de l'ensemble de leur scope, et en particulier, elles ne mesurent pas, en fait, leur scope 3. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et elles ne le font pas d'autant, surtout quand ils pèsent aussi lourd, parce que c'est très difficile de tenir des engagements quand on intègre le scope 3, alors, c'est ça ? À la fois, vous avez raison, c'est-à-dire que oui, effectivement, elles ne mesurent pas, parce que déjà, il y a une complexité à mesurer. On pourra en parler après. Et puis ensuite, effectivement, il y a une problématique qui est celle que, jusqu'à présent, il n'y avait pas véritablement de réglementation. Il faut aussi voir les choses en face. Simplement, pour vous donner une idée, en France, depuis 2012, les entreprises sont soumises à un bilan carbone, les entreprises de plus de 500 personnes. Or, c'est que depuis janvier 2023, qu'elles ont une obligation maintenant de calculer et de publier leur scope 3 s'il est significatif. Et au niveau européen, ce qui va fondamentalement changer les choses, c'est l'arrivée de la CSRD. Donc, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est la nouvelle directive européenne sur le reporting de durabilité. C'est les entreprises qui vont être soumises à 2 des 3 critères, plus de 250 personnes, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan, eh bien, elles vont devoir dorénavant déclarer les éléments significatifs de leur scope 3. Et donc se comparer les unes aux autres, et ça va devenir un élément de différenciation et un élément de concurrence, quoi, tout simplement. Tout à fait. Donc là, il y a un levier de transformation important. Vous proposez de passer à l'évaluation inversée. C'est quoi l'évaluation inversée ? Parce qu'en fait, quand on essaie de regarder les problématiques des entreprises, il y a une problématique tout simplement déjà de mesure du scope 3 amont par rapport aux fournisseurs. Donc que font les entreprises ? Elles vont voir leurs fournisseurs et elles exigent de leurs fournisseurs qui leur donnent les émissions par produit, par entité, etc. Or, il y a une pression énorme qui est faite sur les fournisseurs, sur des choses qui sont assez compliquées à réaliser. Et en fait, les entreprises clientes deviennent répulsives par rapport à ça. Donc, plutôt que d'aller exiger des choses aux fournisseurs, eh bien, demandez aux fournisseurs ce qu'ils pensent de vos méthodes, demandez aux fournisseurs ce qu'ils pensent de vos approches, de votre organisation, de vos exigences. Et donc, plutôt que systématiquement d'évaluer aux fournisseurs sur ce qu'ils font pas, vous donnez des émissions, c'est bien, c'est pas bien, et on va, du coup, vous sanctionner si vous n'êtes pas capable de mesurer ou de diminuer vos émissions. À ce moment-là, vous nous évaluez en tant que client, c'est de l'évaluation inversée, et ça nous permet ensuite d'avoir des éléments beaucoup plus tangibles en termes d'axes d'amélioration, et on a beaucoup plus d'engagement de la part des fournisseurs. Et en termes d'efficacité, est-ce que ça permet d'accélérer la transformation ? Parce qu'il est là le défi d'aujourd'hui. On est tous conscients qu'il faut transformer l'économie, mais est-ce qu'on peut le faire aussi vite que nécessaire, sans trop de casse sociale, etc. Alors, pour accélérer la transformation, il faut déjà être capable, bien évidemment, de mesurer. Si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas agir. Et donc, le point clé, c'est non pas d'exiger de la part des fournisseurs, mais de les accompagner déjà dans cette mesure et dans cette transformation. Et l'accompagnement, c'est le deuxième point qui est clé de la part des clients. Juste pour vous donner un exemple que je trouve très bien, c'est celui de Walmart. Walmart, en fait, il s'est engagé en absolu à réduire 1 milliard d'émissions de CO2 à horizon 2030 auprès de ses fournisseurs. C'est ce qu'ils appellent le Gigaton Project. Eh bien, ils ont dédié un site uniquement pour leurs fournisseurs, en leur mettant à disposition des calculateurs carbone, en leur proposant des formations, et aussi en les aidant à travailler sur des choses très concrètes qui sont l'agriculture, l'électricité, le packaging. Ça, c'est de l'accompagnement. Est-ce que la grande distribution en France prend ce chemin ? Carrefour s'inspire totalement de cette approche-là. D'accord. Donc on est... Bon, ça bouge. Allez, la troisième limite, le manque d'engagement validé par la science. Là aussi, il y a très peu d'entreprises dans le monde qui vont jusque-là. Oui, tout à fait. Alors, à nouveau, l'organisme qui effectivement valide ça, c'est le SBTI, on l'a bien dit. Aujourd'hui, il y a
4900 entreprises qui se sont engagées dans cette démarche-là. Au niveau mondial? Au niveau mondial. Donc c'est rien du tout. Eh ben voilà, oui, exactement. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Alors qu'il faut bien être conscient aussi qu'un engagement dans cet aspect-là, ça permet aussi pour l'entreprise d'avoir une meilleure notation extra-financière. Ouais. Or, c'est essentiel. C'est comme travailler sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'économie de la fonctionnalité, qui a beaucoup d'avantages en termes financiers aussi. Et donc, tout ça permet d'avoir véritablement une meilleure notation extra-financière. Ouais. La notation extra-financière, ça va permettre de fidéliser les investisseurs, d'attirer de nouveaux investisseurs, et puis, bien évidemment, d'avoir une meilleure valorisation de l'entreprise. Donc, l'impact est très positif aussi, à la fois en termes d'extra-financier, mais ça a une implication financière sur l'entreprise. Donc, bien évidemment, il faut que les entreprises prennent conscience que c'est une nécessité d'accélérer, en tout cas, dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci, Natacha Tréant, et à bientôt sur Bismart. C'était passionnant. On passe à notre débat tout de suite, débat sur l'avenir du bio, notamment en France. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On parle de l'avenir du bio dans ce débat avec mes invités. Nicolas Crabeau, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Buffon & Co. Et puis avec nous en duplex, Marie-Laure Jarry, la directrice générale de la Maison Le Goff. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Bonjour. On va présenter vos activités entreprises respectives pour commencer. Buffon & Co, c'est quoi ? Alors, c'est de la transformation de sarrasin bio, voilà, avec un modèle particulier très à cheval sur la transition alimentaire écologique, puisqu'on a recréé une filière de production de sarrasin française, parce que le sarrasin venait de l'étranger, pour transformer des produits innovants à base de sarrasin, voilà, qui doivent réveiller un peu la galette traditionnelle bretonne et proposer un produit à base de sarrasin, un peu comme le quinoa est arrivé dans nos assiettes il y a 10 ans. D'accord. Alors justement, on pense sarrasin, on pense galette. Il y a d'autres usages du sarrasin bio. Dans quel type de recette on peut le goûter, s'en servir? Alors nous, on le propose sous forme de graines. Ouais. De graines torréfiées, qu'on appelle le kasha. Donc ça, ce sont des modes de consommation venus des pays de l'Est. En fait, c'est un nouvel format de consommation. Ça se cuisine comme un riz. Et à partir de ça, de ce kasha, de cette graine décortiquée, eh bien, on peut en faire des mélanges de graines prêtes à l'emploi, utilisées à l'eau bouillante en 10 minutes. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cœur de repas végétal. On en fait aussi des steaks végétaux, des pavés végétaux à base de sarrasin fermenté, voilà, qui révolutionne un petit peu le marché du monde du plat central végétal. Alors, et puis on va évidemment parler des tendances du marché du bio avec vous. Je vois d'abord qu'on découvre la Maison Le Goff. Marie-Laure Jarry, c'est une biscuiterie, c'est ça ? Oui, alors nous, on fabrique des biscuits et des gâteaux depuis 1950 à Morlaix. D'accord. Alors, le bio, c'est quoi? C'est quels engagements, quelle part de votre production aujourd'hui? Alors nous, ça reste une petite part parce que dans l'univers du sucré, le bio c'est moins important que dans l'univers des produits bruts, par exemple. Mais c'est incontestablement l'avenir, le bio, surtout quand on pense planète. Alors vous dites c'est incontestablement l'avenir, alors que voilà, il y a des difficultés aujourd'hui qui sont générales, qui ne sont pas liées à telle ou telle entreprise sur le marché du bio. Est-ce que Marie-Laure Jarry, vous le ressentez dans certains de vos produits ? Alors, nous, on le ressent pas vraiment. Aujourd'hui, nous, on a aussi bien du conventionnel clean que du bio. Et pour le moment, on le ressent pas vraiment, honnêtement. C'est-à-dire que on est toujours sur une consommation qui est stable, voire en progression sur certains produits. Et quand je pense que les problématiques de la bio sont tout à fait conjoncturelles, parce que la planète nous obligera à prendre soin de ce que l'on mange bien plus que ce qu'on le fait aujourd'hui. Nous, dans notre bilan carbone, 85% de notre impact est lié aux matières premières que l'on achète. Donc l'impact, il est sur l'agriculture, sur la façon de produire et sur la façon de se nourrir. Alors effectivement, on est tous d'accord sur l'objectif et l'enjeu, et j'espère que les chiffres à venir vous donneront raison sur le côté, on va dire, conjoncturel de cet essoufflement du marché du bio. Je lisais chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France l'histoire d'un agriculteur qui avait décidé de donner ses poireaux bio en faisant un appel sur Facebook pour dire j'arrive pas à les vendre, venez vous servir, quoi. Évidemment, il y a des centaines de consommateurs qui sont venus chez lui. Pourquoi le marché s'essouffle, d'après vous, Nicolas Crabeau ?
Alors, selon moi, c'est multifactoriel. Donc, il y a beaucoup de raisons. La première, c'est que on est dans l'après-Covid. Il y a eu le Covid, donc il y a eu une montée incroyable en fait de la consommation en bio parce que c'était des magasins de proximité, tout simplement. Et donc, malheureusement, les réseaux bio n'ont pas réussi à contenir et à retenir un petit peu ces néo-clients qui étaient arrivés pour une simple et bonne raison aussi, c'est que c'est une activité qui gère plus de 20% de croissance depuis 15 ans. Donc quand tout va bien, on ne s'occupe pas forcément de ce qui ne va pas. Et les problèmes sont arrivés avec une bio pas toujours équitable, voilà, pas toujours logique, entre guillemets. C'est-à-dire, ça veut dire quoi une bio pas logique? Une bio qui n'est pas logique, c'est une bio qui vient par exemple de l'étranger. Donc d'où les projets aussi de relocalisation de filières, d'où l'importance qu'on met, nous, en tout cas pour ce que je connais dans le Sarrazin, des filières françaises installées sur le territoire, en bio évidemment. Et donc ce multifacteur, il y a aussi, on peut parler aussi de tous ces pseudo-labels qui sont un peu bio, mais pas complètement trop de labels. Il y a trop de labels et il y a une confusion évidemment dans l'esprit du consommateur. Donc filières venues de l'étranger, plus consommateurs qui n'ont pas été retenus, donc ça c'est un problème d'offre, de marketing et de réenchantement un petit peu des courses, et 3, multiplicité des labels, la bio c'est un petit peu perdu. En revanche, moi je pense que c'est totalement stratégique, la bio évidemment, comme l'a rappelé Madame Jarry, pour l'avenir de notre climat, de nos territoires, de nos terroirs. Donc vous pensez qu'il y a une tendance de fond, peut-être une rupture conjoncturelle, mais que la tendance de fond, elle est plus forte, elle emportera le marché? Alors j'en suis convaincu, et en fait, il n'y a pas que moi à le penser, et il y a surtout des prérogatives politiques qui sont prises. Il y a un objectif en France qui est de passer à 25% de terres agricoles en bio. Il y a un objectif plus largement européen qui est la même chose, de créer une alternative à l'agriculture chimique. On parle d'agriculture biologique, on la compare à l'agriculture chimique. C'est une alternative. On ne dit pas de passer toute l'agriculture à 100% bio. On parle déjà de passer à 25%. Ce sera déjà une partie du chemin. Et c'est ça, être acteur de la transition écologique. Marie-Laure Jarry, le contexte évidemment inflationniste explique en partie cet essoufflement du marché bio. Du côté des consommateurs, l'inflation, vous en tant que chef d'entreprise, vous la ressentez aussi dans votre activité. Est-ce que ça freine vos investissements pour accroître la part du bio dans votre activité? Non, absolument pas. Et comme l'a dit Nicolas Crabeau, au contraire, nous, on investit pour développer en GMS local, en restauration, nos produits conventionnels bien faits, on va dire, mais aussi pour se développer dans les réseaux bio. Et pour compléter ce qu'a dit Nicolas Crabeau, il y a une question de sourcing. Il a tout à fait raison, et il a raison de réinventer, de faire revenir des filières ici en France. Et je rajouterais que les réseaux bio par rapport à la concurrence grande surface, quand les grandes surfaces se sont emparées de la bio, au lieu de muscler leur cahier des charges, comme l'a dit Nicolas, sur le sourcing, mais aussi sur le goût, sur l'organoleptique, ils ont, pour moi, défini des cahiers des charges assez moyens avec des prix élevés. Et effectivement, en temps de crise, ça ne peut pas marcher. Et moi, je pense que la solution, c'est effectivement un sourcing beaucoup plus clean et français que ce qu'ils ne l'ont fait jusque-là, mais aussi un niveau de gourmandise dans nos métiers, c'est le KPI numéro 1, beaucoup plus développé que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je reste avec vous, Marie-Laure Jarry. Vous avez fait le choix d'afficher le Planet Score. Je veux bien que vous nous rappeliez ce que c'est et pourquoi ce choix. Alors, le Planet Score, c'est un affichage environnemental qui est basé, donc effectivement, on le voit à l'écran. Donc, vous avez une note globale en haut et cette note, elle dépend de plusieurs items, donc les pesticides, la biodiversité, le climat et le mode d'élevage. Nous, on est rentré en début d'année dans la Convention des entreprises pour le climat et désormais, on est avec pour objectif de définir le modèle de l'entreprise régénérative Maison Le Goff à 2030. Et pour commencer, désormais, on formule tous nos produits avec la gourmandise et la planète. Ça veut dire que pour afficher un Planet Score B, comme vous le voyez là, on doit renoncer à certaines matières conventionnelles pour les passer en bio. Et c'est pour ça que je pense que la bio a d'autant plus d'avenir. C'est que quand tout le monde devra apposer son affichage environnemental, pour avoir une note B, nous, on a arrêté le beurre conventionnel et on l'a remplacé par le bio dans un produit conventionnel. Et on a arrêté le sucre français et on l'a remplacé par du sucre de betterave bio
toujours dans un produit conventionnel. Je voudrais qu'on revienne sur la question de la souveraineté alimentaire, Nicolas Crabeau, avec cette filière. Vous avez recréé une filière, c'est ça ? Ça nous a paru fondamental, en fait, dans cet acte de transition écologique et alimentaire, car 85% en moyenne du bilan carbone d'un produit est issu de l'amont agricole. Donc déjà, régler ce problème d'amont agricole, c'est régler une partie du bilan carbone. Ensuite, c'est le problème de qualité, traçabilité. Je vais prendre l'exemple du sarrasin que je connais bien. 70% du sarrasin consommé en France vient de l'étranger. C'est une hérésie. C'est une hérésie parce qu'on n'est pas sûr de la qualité quand ça vient de Chine, ou on n'est pas sûr de l'approvisionnement, puisque la moitié des importations venaient d'Ukraine ou de Russie. Vous voyez ce que ça peut donner en termes de sourcing matière, de sécurité d'approvisionnement. Donc, c'est une hérésie pour notre commerce local, nos agriculteurs qui savent très bien faire planter du sarrasin. Et en plus, c'est une perte de biodiversité, puisque le sarrasin est une plante, donc elle fleurit, donc elle ramène des abeilles. Donc, vous voyez, relocaliser des abeilles... Les insectes pollinisateurs aiment beaucoup le sarrasin. Absolument. Donc, relocaliser des filières, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour les régions, les territoires, la biodiversité. C'est bon pour ce qu'on appelle l'économie circulaire. On parlait il y a quelques jours dans cette émission des enjeux d'utilisation de produits phytosanitaires dans une maison de Champagne. Est-ce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'intrants, de produits phytosanitaires, le sarrasin ? Pas du tout. Donc nous, on est en bio, donc ça veut dire qu'on respecte bien sûr, mais d'une manière générale. Mais d'une manière générale, le sarrasin n'a pas besoin ni d'engrais ni de pesticides. D'accord. Donc, je dirais que c'est de toute façon un produit très vertueux, qu'il soit bio ou pas. La bio impose un cahier des charges encore plus strict. Donc c'est pour ça que nous le suivons. Combien de temps ça prend de recréer une filière comme ça ? Parce que bon, on sait bien que le temps agricole est long. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est la décision à une époque d'intégrer le temps long dans notre court terme d'industriel et le temps long agricole, c'est 5 à 7 ans. Donc c'est beaucoup de temps. C'est la compréhension d'un monde agricole et d'un monde industriel qui ne se connaissent pas forcément au départ. Redonner des gages de confiance. C'est passionnant, c'est avant tout une aventure humaine et ça prend du temps, mais je dirais que voilà, entre 5 et 7 ans, donc le temps du long terme. Et je termine avec vous, Marie-Laure Jarry, pour quand même dire un mot des emballages. Vous faites un gros travail sur les emballages, racontez-nous. Oui, juste pour dire, on est un gros consommateur de sarrasin, nous aussi, en bio et en IGP Bretagne. Voilà. Vous vous rencontrez alors. Dites-moi sur les emballages. Alors sur les emballages, on a lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant un film composé de 75% de papier pour emballer une partie de notre gamme. Et là, on a fait une étude avec Veolia pour démontrer la recyclabilité de ce film. Et ce film est recyclable à hauteur de 75%. Donc ça, c'est une info en avant-première pour Bismart. Et l'idée, c'est vraiment de déployer cet emballage sur l'ensemble de nos produits désormais. Et surtout de prouver aux consommateurs le niveau de recyclabilité, ce que personne ne fait aujourd'hui quasiment. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. Merci. On passe à notre rubrique Smart Ideas, on parle recharge électrique. Smart Ideas avec Lilian Birochon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de ChargeGuru France, entreprise créée il y a 5 ans. C'est quoi ChargeGuru ? Alors ChargeGuru, c'est un acteur français dont la mission est d'accélérer la transition vers la mobilité durable. Donc on est un spécialiste des solutions de recharge pour les véhicules électriques et notre rôle, c'est de faciliter, je dirais, la vie de nos clients sur le sujet de la recharge, parce que finalement passer du véhicule thermique au véhicule électrique, ça nécessite quelques ajustements. Oui, c'est souvent la question principale, c'est où est-ce que je vais pouvoir évidemment recharger mon véhicule. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Vous étiez plutôt vers le B2B, le B2C, c'est quoi la logique ? Alors aujourd'hui, on a servi 20 000 clients depuis 5 ans que l'entreprise a été conçue. On est présent dans 7 pays avec plus de 120 collaborateurs. Et parmi ces 20 000 clients, il y a beaucoup de particuliers, puisqu'on est aujourd'hui l'installateur, je dirais, préférentiel d'un grand nombre de constructeurs automobiles comme Volkswagen, BMW, Audi, Tesla, Volvo. Et on a aussi beaucoup de clients entreprises. On a créé d'ailleurs une marque qui s'appelle ChargeGuru Business Services pour adresser leurs besoins. C'est un nouveau service pour les entreprises, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un service complet.
on adresse finalement les besoins de toutes les entreprises, petites ou grandes. Il y a plusieurs offres possibles. Il y a des entreprises qui ont des visiteurs qui souhaitent proposer un service, par exemple un hôtel, un supermarché qui souhaite avoir un service supplémentaire pour ses clients. Donc on installe des bornes sur leur parking. Vous avez également les entreprises plus, je dirais, traditionnelles qui ont une flotte de véhicules aujourd'hui thermiques et qui ont un besoin de passer cette flotte à l'électrique, notamment parce que le gouvernement les y incite. Et donc on les accompagne à la fois dans la définition de leurs besoins, parce que c'est une transition qui n'est pas facile à gérer pour les gestionnaires de flotte. On installe des bornes sur les sites des entreprises pour pouvoir se charger et on accompagne également jusqu'au domicile du collaborateur, puisque ces entreprises qui équipent leurs collaborateurs de véhicules électriques ont un besoin aussi de leur proposer une solution de recharge à domicile. Le cap des 100 000 bornes de recharge électrique a été passé en France. Enfin, c'est une étape importante. Oui, c'est une étape importante. On voit que l'adoption du véhicule électrique est de plus en plus forte. On a, pour information, aujourd'hui plus de 20% des véhicules neufs qui sont des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La croissance est très importante depuis les dernières années. Pour avoir une adoption du véhicule électrique, on a aussi besoin d'avoir un parc de bornes électriques installées qui soit important. Aujourd'hui, 100 000 points de charge, c'est le réseau public. C'était un des objectifs qui a été fixé par le gouvernement et on voit qu'on a plutôt besoin de 200 000 points de charge publics d'ici 2025. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même 80% de la recharge qui s'effectue au domicile ou sur le site de l'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a à la fois un besoin public et à la fois un besoin d'accompagner les entreprises pour que finalement les particuliers puissent se charger. Ça veut dire que ce maillage territorial qui est en cours et qu'il va falloir affiner de plus en plus, il repose beaucoup sur les entreprises pour vous, ce développement du maillage de recharge, de bornes de recharge? Alors, je pense qu'il y a une évolution finalement avec l'adoption du véhicule électrique dans l'usage. Jusqu'à présent, on allait à la pompe à essence quand on n'avait plus d'essence, on se chargeait quand on le devait. Quand on passe à l'électrique, finalement, c'est plus le même paradigme. On est sur une recharge du lendemain. On se charge dès qu'on peut. En fait. Et donc nous, effectivement, on accompagne beaucoup les entreprises et les particuliers en dimensionnant les solutions de recharge pour leur dire dimensionnez-la pour votre besoin quotidien. Une personne, un particulier, aujourd'hui, on a fait une étude avec nos clients, c'est 300 km parcourus en moyenne par semaine. Donc 300 km, ça vous fait, on va dire, une recharge de 30 km par jour quand vous rentrez à la maison le soir, ou 30 km quand vous arrivez sur le lieu de travail. Et donc effectivement, il y a un grand besoin plutôt à domicile et chez les entreprises, et le maillage, il sera du coup très territorial. Est-ce que c'est un élément différenciant pour une entreprise? On sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont des difficultés à recruter, à embaucher. Le fait de dire, bon ben voilà, nous on a des recharges électriques dans nos parkings, venez chez nous. Est-ce que c'est un élément différenciant? C'est certainement pas le premier élément pour choisir une entreprise, mais est-ce que ça joue, ça? Alors, je pense que ça joue. On a beaucoup de clients, notamment gestionnaires de flotte dont je parlais tout à l'heure, ou aussi ressources humaines, qui viennent nous voir en disant à la fois, on a besoin de passer notre flotte à l'électrique, et en même temps, on voit que pour la marque employeur, pour l'image qu'on propose à nos employés et à nos clients, c'est important finalement d'incarner dans le quotidien notre rôle dans la transition écologique, notre engagement RSE. Et donc oui, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui adoptent cet usage-là. Vous avez des bailleurs immobiliers aussi parmi vos clients? Oui, on travaille également avec l'immobilier. Vous avez les copropriétés qui peuvent s'équiper généralement avec des solutions collectives. Nous, on propose des solutions individuelles de droit à la prise quand il n'y a pas de solution collective. Et ensuite, effectivement, il y a toutes les foncières qui peuvent être dans l'immobilier tertiaire ou dans l'immobilier, on va dire, professionnel, qu'on équipe également. Vous l'avez dit, vous êtes présent dans 7 pays d'Europe aujourd'hui. Il y a d'autres ouvertures prévues? Alors oui, on prévoit de développer d'autres pays, peut-être d'autres lignes de marché également qui sont assez connexes et toujours dans cet engagement vers la transition écologique. Mais aujourd'hui, on a déjà beaucoup de choses à faire avec la recharge. Merci beaucoup Lilian Birochot et bon vent à ChargeGo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à Louise Perrin qui est en charge de la production et de la programmation assistée de Marie Billa, à la réalisation Angèle Jean-Girard et Thibaut Goury-Lafont pour le son. Salut à toutes et à tous.